La cuisine sentait le pain grillé brûlé et le regret. Debout près du comptoir, je regardais la cafetière crachoter ses dernières gouttes quand elle est entrée avec ce sourire. Celui que je n'avais pas vu depuis plus d'1 an. Celui qui, autrefois, faisait battre mon cœur à tout rompre, mais qui aujourd'hui ne suscitait que ma méfiance. « Il faut qu'on parle », dit-elle, la voix tremblante de ce que je supposais être de la nervosité. Je me suis tourné pour lui faire face, remarquant la façon dont elle serrait quelque chose dans ses mains. Un petit bâtonnet blanc. Mon estomac se noie avant même que mon cerveau ne puisse réagir. « Je suis enceinte », annonça-t-elle, les yeux remplis de larmes. « Nous allons avoir un bébé. Tu vas être père à nouveau. » Les mots restèrent suspendus dans l'air, comme la fumée d'un coup de feu. Je suis resté là, ma tasse de café à mi-chemin de mes lèvres, en train de digérer ce qu'elle venait de dire. La partie logique de mon cerveau commença immédiatement ses calculs. Notre fille avait maintenant 12 ans. La dernière fois que nous avions eu des rapports intimes, c'était je comptais les mois à rebours. Non, plutôt 5. Dis quelque chose, implora-t-elle en s'approchant. Tu n'es pas content? Je sais que nous avons eu des problèmes, mais cela pourrait être un nouveau départ pour nous. Une chance de nous souvenir pourquoi nous sommes tombés amoureux. J'ai posé délicatement la tasse, pour gagner du temps. Son parfum m'atteignit. Quelque chose de nouveau, de cher. Depuis quand portait-elle ça? J'ai étudié son visage, cherchant des signes de tromperie, mais elle avait toujours été douée pour ça. 16 ans de mariage m'avaient appris au moins cela. C'est inattendu, ai-je réussi à dire, ma voix stable malgré le chaos dans mon esprit. Je sais, s'exclama-t-elle avec effusion, se rapprochant encore. Je n'arrivais pas à y croire non plus. J'ai fait 3 tests, tous positifs. J'ai un rendez-vous chez le médecin la semaine prochaine pour tout confirmer. Elle a tendu la main vers la mienne et je l'ai laissé la prendre, sentant la fraîcheur de ses doigts contre les miens. Quand nous étions-nous tenus la main pour la dernière fois? Quand m'avait-elle regardé avec autre chose que de l'irritation ou de l'indifférence? J'ai déjà commencé à penser à des prénoms, a-t-elle continué, ses mots se bousculant de plus en plus vite. Et il faudra transformer la chambre d'amis en chambre de bébé. Oh, et j'ai déjà appelé ma mère. Elle est ravie. Elle a toujours voulu que nous ayons un autre enfant. Bien sûr qu'elle avait appelé sa mère en premier. Sans en discuter avec moi en privé, sans considérer ce que je pourrais ressentir, mais en se précipitant pour diffuser une nouvelle qui ne pouvait absolument pas être vraie. À moins que... Tu en es à combien de semaines, ai-je demandé, en gardant un ton neutre. Le test ne le dit pas exactement, mais d'après mon cycle, probablement 6 ou 7 semaines. 6 ou 7 semaines. Je refis le calcul mentalement, avec soin. Nous avions eu cette dispute à propos de ses dépenses début mai. Elle avait dormi dans la chambre d'amis pendant 1 semaine. Puis il y a eu le mariage de sa sœur en juin, où elle m'avait à peine adressé la parole. Juillet avait été pire. Elle s'était inscrite à cette nouvelle salle de sport et avait soudainement des activités le soir 3 fois par semaine. Nous étions maintenant fin août. 6 ou 7 semaines placeraient la conception début ou mi-juillet. Tu es sûr du moment, ai-je demandé prudemment. Quelque chose passa sur son visage. De l'agacement, peut-être. Où était-ce de la peur? Cela disparut si vite que j'aurais pu l'imaginer. Bien sûr que je suis sûr, lança-t-elle sèchement en retirant sa main. Pourquoi tu demandes ça? J'essaie juste de comprendre, dis-je en levant les mains en signe de fausse reddition. C'est beaucoup à encaisser. Son expression s'adoucit immédiatement, comme si elle s'était souvenue de son scénario. Je sais, chérie. Je suis désolé. Je suis juste émotive en ce moment. Les hormones, tu sais. Les hormones, hein. L'excuse parfaite pour chaque saute d'humeur, chaque incohérence. On devrait fêter ça, dit-elle, s'illuminant d'une joie artificielle. Peut-être aller dîner dehors ce soir. Dans ce restaurant italien que tu aimes. Le restaurant italien que j'aimais. Celui où nous n'étions pas allés depuis 2 ans parce qu'elle le trouvait trop cher, trop loin, trop tout. D'accord, ai-je accepté, en regardant son visage s'éclairer de ce qui semblait être un soulagement sincère. Laisse-moi juste finir de me préparer pour le travail. Le travail peut attendre, non? C'est important. J'ai une réunion que je ne peux pas manquer, ai-je menti avec aisance. Mais ce soir, c'est sûr. Nous fêterons ça comme il se doit.
Elle parut satisfaite, m'embrassant sur la joue avant de quitter la cuisine en flottant, déjà au téléphone, probablement en train d'envoyer des SMS à d'autres personnes pour annoncer le bébé miracle. Je suis resté là, dans le silence qu'elle avait laissé derrière elle, mon café refroidissant, et j'ai commencé à planifier mon prochain coup. Ce matin-là, le bureau me parut un sanctuaire. J'ai fermé ma porte, ignoré mes emails et sorti mon téléphone avec des mains qui tremblaient à peine. 20 ans dans le droit des sociétés m'avaient appris à rester calme sous la pression, à rassembler des preuves sans dévoiler mon jeu. J'allais avoir besoin de toute cette formation maintenant. J'ai commencé par nos relevés téléphoniques. Nous étions sur un forfait familial depuis des années, et j'avais toujours eu accès au compte. Elle le savait, mais les gens deviennent négligents quand ils se croient plus malins que tout le monde. Je me suis connecté au site de l'opérateur et j'ai consulté les 6 derniers mois d'activité. Les schémas me sautèrent immédiatement aux yeux. De multiples appels vers le même numéro inconnu, principalement pendant la journée quand j'étais au travail. Des centaines de SMS, vers ce même numéro. Ils avaient commencé en avril, augmenté en mai, et étaient devenus quasi constants en juin. Puis, quelque chose d'intéressant. Ils avaient considérablement diminué il y a 3 semaines. J'ai noté le numéro et l'ai passé dans un annuaire inversé. Rien. Probablement un téléphone prépayé ou quelqu'un d'assez malin pour garder son numéro non répertorié, mais peu importait. Le schéma me disait tout ce que j'avais besoin de savoir. Ensuite, j'ai vérifié nos relevés de carte de crédit. Elle avait sa propre carte sur notre compte joint, et j'avais cessé d'examiner les dépenses des mois auparavant, quand chaque question menait à une dispute. Maintenant, je regrettais de ne pas y avoir prêté plus d'attention. Il y avait des frais dans des restaurants où je n'étais jamais allé, toujours pour 2 repas. Une note d'hôtel du 14 juillet, alors que j'étais en voyage de conférence à Seattle. Elle avait dit qu'elle passait le week-end chez sa sœur. Des billets de cinéma achetés par 2. Du vin, toujours du vin, de cette boutique chic du centre-ville. Mais la preuve la plus accablante venait d'une boutique où elle n'avait jamais fait d'achat auparavant. 3 achats au cours des 2 derniers mois, pour un total de plus de $2000. De la lingerie, d'après le code du commerçant. J'ai pensé au tiroir de sa commode, aux sous-vêtements en coton pratique qu'elle portait depuis des années. Où était cette lingerie coûteuse? Certainement pas dans notre chambre. Je me suis adossé à mon fauteuil, le cuir grinçant, et j'ai fixé les chiffres sur mon écran. Ce n'était pas juste une liaison. C'était une tromperie systématique qui se déroulait depuis des mois, alors que j'étais trop fatigué, trop occupé, trop complaisant pour le remarquer. Mon assistant juridique a frappé à la porte, brisant ma concentration. Votre rendez-vous de 10 heures est là. Donnez-moi 5 minutes, ai-je répondu. J'avais besoin de réfléchir stratégiquement. La confronter maintenant serait satisfaisant sur le plan émotionnel, mais stupide sur le plan légal. Nous vivions dans un état où l'adultère comptait encore dans les procédures de divorce, surtout en ce qui concerne le partage des biens. Mais plus que ça, j'avais besoin de la preuve absolue que l'enfant n'était pas le mien. Sans cela, toute accusation passerait pour de la jalousie paranoïaque. J'ai ouvert une fenêtre de navigation privée et j'ai fait des recherches sur les tests de paternité. Il existait désormais des options prénatales, non invasives, qui ne nécessitaient qu'un échantillon de sang de la mère. Il pouvait être fait dès cette semaine, mais la convaincre d'accepter éveillerait immédiatement des soupçons. Non, je devais attendre la naissance du bébé. Cela signifiait des mois de faux-semblants, de jouer le jeu de sa mascarade. En serais-je capable? Pourrais-je regarder son ventre s'arrondir, assister aux rendez-vous médicaux et préparer une chambre de bébé pour un enfant qui n'était pas le mien? Mon téléphone a vibré. Un SMS d'elle. J'arrête pas de penser à ce soir. Je devrais mettre la robe bleue. La robe bleue? Celle qu'elle avait achetée l'année dernière et portée une seule fois, prétendant qu'elle la grossissait. Je lui avais dit qu'elle était magnifique, mais elle s'était changée quand même. J'ai répondu, parfait. 19 heures? 3 points sont apparus, ont disparu, puis sont réapparus. Plutôt 20 heures. J'ai un rendez-vous chez le coiffeur à 17 heures. Un rendez-vous chez le coiffeur qu'elle n'avait pas mentionné ce matin. Je l'ai ajouté à la liste mentale des choses qui ne collaient pas. Le reste de la journée s'est passé dans un flou de réunions dont je me souviens à peine. Mon esprit revenait sans cesse aux mêmes questions. Qui était-il? Depuis combien de temps cela durait-il vraiment? Notre fille était-elle au courant? Sarah? Mon Dieu,
je n'avais même pas pensé à l'impact que cela aurait sur Sarah. Elle était à cet âge où tout est déjà déroutant et dramatique. Que lui ferait d'apprendre que sa mère avait trahi notre famille de cette manière? À 15 heures, j'ai appelé un vieil ami de la fac de droit, spécialisé en droit de la famille. Nous nous sommes retrouvés pour un café dans un endroit éloigné de nos bureaux respectifs. J'ai besoin de conseils, lui ai-je dit en remuant du sucre dans un café que je n'allais pas boire. Hypothétiquement, a-t-il souri d'un air grave. Elles sont toujours hypothétiques jusqu'à ce qu'elles ne le soient plus. Qu'est-ce qui se passe? Je lui ai tout exposé, la grossesse, la chronologie, les preuves que j'avais trouvées. Il a écouté sans m'interrompre, son expression devenant de plus en plus sérieuse. Hypothétiquement, a-t-il dit quand j'ai eu fini, ton ami devrait tout documenter. Relevé téléphonique, relevé de carte de crédit, tout comportement inhabituel. Mais il devrait agir normalement. Voire se montrer encourageant. Laisser croire qu'il a complètement gobé l'histoire. Et le test de paternité. Après la naissance, sans aucun doute. Pendant la grossesse, s'il peut y arriver sans se trahir, mais c'est délicat. La clé est de ne montrer aucune suspicion. Dès qu'elle saura qu'il sait, elle prendra un avocat et commencera à dissimuler des biens. Elle ne ferait pas ça. Elles le font toujours, a-t-il dit d'un ton plat. J'ai vu ça des centaines de fois. La même personne qui a promis de t'aimer et de te chérir videra les comptes en banque et fera disparaître les bijoux que tu as hérités de ta grand-mère. Protège-toi d'abord, joue la comédie ensuite. Nous avons parlé pendant encore 20 minutes de la logistique, du type de preuve qui tiendrait devant un tribunal, de la manière de sécuriser les documents importants sans éveiller les soupçons. Quand j'ai quitté le café, je me sentais plus stable. J'avais un plan maintenant. J'allais jouer le jeu, tout documenter et attendre mon heure. Elle voulait que je croie à ce conte de fées. Très bien. Je serai le père expectant le plus attentionné du monde, jusqu'au moment où je prouverai qu'elle mentait. Le restaurant italien était bondé, rempli d'un faible murmure de conversation et du tintement des verres. Elle avait finalement mis la robe bleue, et je devais admettre qu'elle était radieuse. L'éclat de la grossesse, comme on dit, même si je soupçonnais que cela tenait plus à la satisfaction de croire qu'elle s'en était tirée à bon compte. À un nouveau départ, dit-elle en levant son verre d'eau pétillante pour porter un toast. J'ai trinqué mon verre de vin contre le sien en souriant. À un nouveau départ. L'ironie ne m'échappait pas. C'était en effet un nouveau départ, mais pas celui qu'elle imaginait. Au cours des semaines suivantes, je suis devenu le mari qu'elle avait toujours prétendu vouloir. Je rentrais plus tôt, j'aidais davantage à la maison, je lui demandais comment s'était passée sa journée avec un intérêt qui semblait sincère. J'ai fait des recherches sur les symptômes de la grossesse et lui ai ramené de la tisane au gingembre pour ses nausées matinales. J'ai suggéré que nous passions un week-end à la montagne, juste nous trois, avant que le bébé n'arrive et que tout ne change. Elle a semblé d'abord sincèrement déroutée par cette transformation, puis ravie, puis à l'aise. C'est sur cela que je comptais. Le confort engendre la négligence. Les appels à ce numéro inconnu avaient complètement cessé, ai-je remarqué sur les factures. Soit elle avait rompu avec lui, soit ils étaient devenus plus prudents dans leur communication. Je penchais pour la première hypothèse, la grossesse avait probablement compliqué les choses. Peut-être qu'il voulait qu'elle me quitte et qu'elle avait refusé. Ou peut-être qu'il avait paniqué et pris la fuite. Quoi qu'il en soit, ce silence soudain racontait sa propre histoire. J'avais engagé une détective privée, une femme que mon ami avocat m'avait recommandée. Elle valait chaque centime de ses honoraires exorbitants. En 2 semaines, elle avait un nom et des photos. Il s'appelait Jason Mercer, 32 ans, 9 ans de moins que ma femme, 12 de moins que moi. Il travaillait comme entraîneur personnel à la salle de sport qu'elle avait rejointe en juillet. Bien sûr. Les photos les montraient ensemble dans des restaurants, se promenant dans un parc, sa main sur le bas de son dos d'une manière qui témoignait d'intimité et de possession. La détective avait même réussi à obtenir des photos de l'intérieur d'une chambre d'hôtel. Je lui avais dit de ne pas s'embêter avec ce niveau de détail, que je n'avais pas besoin de me torturer, mais elle avait insisté sur le fait que cela pourrait être nécessaire pour le tribunal. J'ai gardé l'enveloppe scellée. Certaines images, une fois vues, sont impossibles à effacer de sa mémoire. La chronologie correspond parfaitement à la grossesse de votre femme, a déclaré la détective lors de notre 2e rencontre, en faisant glisser un rapport complet sur la table du restaurant anonyme que nous avions choisi.
De multiples rencontres tout au long de juin et juillet. Puis, d'après l'emploi du temps de la salle de sport, il a demandé un transfert vers leur succursale en Californie. Il a quitté la ville il y a 3 semaines. 3 semaines. À peu près au moment où les appels téléphoniques ont cessé. Il avait donc pris la fuite. Il lui avait probablement dit qu'il ne voulait rien avoir à faire avec un bébé, qu'elle devait le faire passer pour le problème de son mari. Il y a autre chose, a poursuivi la détective, en sortant une autre série de photos. Elle a rencontré un avocat il y a 4 mois. Voici le bâtiment, la date et j'ai trouvé le nom sur l'annuaire. Un avocat spécialisé en divorce, à la réputation assez agressive. Donc, elle avait planifié son départ avant que la grossesse ne complique les choses. Avait-elle eu l'intention de me quitter pour lui, ou s'agissait-il depuis le début d'obtenir le meilleur résultat financier, la liaison n'étant qu'un bonus? Bon travail, dis-je en rassemblant les documents. Envoyez-moi votre facture finale. Vous voulez que j'arrête la surveillance? Pour l'instant. Je vous recontacterai si j'ai besoin d'autre chose. À la maison, je jouais mon rôle à la perfection. Je suis allé au premier rendez-vous d'échographie, lui tenant la main pendant que le technicien montrait la petite forme sur l'écran. 8 semaines, ont-ils dit, pile dans la chronologie qu'elle m'avait donnée. J'ai posé les questions appropriées, j'ai ramené les photos granuleuses, j'ai même suggéré que nous les partagions avec nos amis. Tu es sûr, a-t-elle demandé, l'air surprise. Je pensais que tu voudrais attendre la fin du premier trimestre. Tu sais, au cas où il arriverait quelque chose. Pourquoi attendre, ai-je dit. Je suis excité, pas toi. Quelque chose passa à nouveau dans ses yeux. Ce même regard que dans la cuisine. Bien sûr que je le suis. Je ne veux juste pas nous porter la poisse. Nous l'avons annoncé à Sarah ce soir-là, autour de son dîner préféré. La réaction de ma fille était difficile à lire. De la surprise, certainement, et quelque chose qui aurait pu être de l'inquiétude. Vraiment? Dit-elle en nous regardant tour à tour. Mais vous parliez à peine. Sarah, dit sèchement ma femme. Ce n'est pas grave, ai-je interrompu. Elle n'a pas tort. Ta mère et moi avons traversé une période difficile. Mais ce bébé est une bénédiction, une chance pour nous de nous reconnecter en tant que famille. J'ai observé le visage de ma femme en disant cela, j'ai vu le soulagement, et autre chose peut-être de la culpabilité. C'était si difficile à dire désormais. Nous étions tous les deux devenus de si bons acteurs. Plus tard cette nuit-là, après que tout le monde se soit endormi, je me suis assis dans mon bureau à la maison et j'ai tout réexaminé. Les relevés téléphoniques, les relevés de cartes de crédit, le rapport de la détective, les photos que je n'arrivais toujours pas à regarder. J'ai tout organisé méthodiquement, scannant les documents dans des fichiers cryptés, créant des sauvegardes à 3 endroits différents. Mon amie avait eu raison sur un point, elle avait déjà consulté un avocat spécialisé en divorce. Cela signifiait qu'elle avait une longueur d'avance dans sa planification. Mais elle avait commis une erreur cruciale. Elle était tombée enceinte. Si elle m'avait simplement demandé le divorce il y a 4 mois, elle aurait pu obtenir un arrangement décent. Nous aurions partagé les biens à peu près à 50-50e, réglé la garde de Sarah, et continué nos vies. Ça aurait fait mal, mais ça aurait été propre. Au lieu de cela, elle avait choisi la tromperie. Elle avait choisi de faire passer l'enfant d'un autre homme pour le mien, de m'enfermer dans 18 autres années d'obligations financières, de me piéger dans un mariage bâti sur des mensonges. La loi était claire dans notre État, si vous êtes marié à la naissance d'un enfant, le mari est présumé en être le père, sauf preuve du contraire. Elle comptait sur le fait que je ne le remettrais pas en question, sur mon sens des responsabilités, sur mon amour pour Sarah qui me maintiendrait engagé dans l'unité familiale. Elle avait mal calculé. J'ai de nouveau consulté les informations sur les tests de paternité post-natale. Un simple frottis buccal. Résultat en 3 à 5 jours. Je pouvais commander le kit en ligne dès maintenant, le faire livrer à mon bureau, et elle ne le saurait jamais jusqu'à ce que je sois prêt à abattre mes cartes. Mais le timing était essentiel. Trop tôt, et elle pourrait avoir des recours légaux. Trop tard, et j'aurais perdu des mois de ma vie dans une mascarade élaborée. J'ai décidé d'attendre la fin du 2e trimestre, lorsque la grossesse serait plus avancée et qu'elle serait pleinement investie dans le récit. Puis, quelques jours après la naissance, j'obtiendrai ma preuve. 5 mois de plus à faire semblant.
5 mois de plus à dormir à côté de quelqu'un qui a trahi tout ce que nous avions construit. 5 mois de plus à jouer le mari attentionné tout en montant mon dossier. Je pouvais le faire. J'avais fait des choses plus difficiles. J'ai fermé l'ordinateur portable et je suis monté. Elle dormait déjà, ou faisait semblant, recroquevillée sur le côté dans cette nouvelle nuisette en soie que je ne lui avais pas achetée. Bonne nuit, ai-je murmuré dans l'obscurité, sachant qu'elle ne pouvait pas m'entendre. Profitant tant que ça dure. Décembre apporta la neige précoce et la performance soigneusement orchestrée de la joie des fêtes. La maison n'avait jamais semblé aussi festive ni aussi vide. Elle en était à 4 mois, commençant à avoir un ventre visible, et tous ceux que nous connaissions semblaient ravis de ce bébé miracle. Vous devez être si excité, disaient les gens lors des fêtes de fin d'année auxquelles nous assistions. Sa main reposant sur son petit ventre, mon bras autour de sa taille dans une pose parfaite. Nous sommes bénis, répondais-je, et elle serrait ma main comme si nous partagions quelque chose de précieux. La seule personne qui semblait voir à travers la façade était Sarah. Ma fille était devenue silencieuse à la maison, passant plus de temps dans sa chambre, nous observant avec ses yeux perçants et observateurs qui me rappelaient douloureusement les miens. Un soir, alors que sa mère était à un autre rendez-vous prénatal, Sarah m'a coincé dans la cuisine. « Papa, dit-elle d'une voix prudente. Je peux te poser une question ? Toujours, ma chérie. Es-tu vraiment content pour le bébé ? Je me suis arrêté au milieu du remplissage du lave-vaisselle, réfléchissant à ma réponse. Sarah méritait une version de la vérité, mais elle n'avait pas besoin de porter le poids de ce que je savais. Pas encore. C'est compliqué, ai-je finalement dit. Mais quoi qu'il arrive, tu restes ma priorité. Ça ne change jamais. Quoi qu'il arrive, a-t-elle répété lentement. C'est une façon bizarre de le dire. Tu trouves ? Elle m'a étudié un long moment. Tu sais quelque chose. Je le sens. Sarah. C'est bon. Tu n'es pas obligé de me le dire. Mais papa, quoi que tu prépares, je suis de ton côté. La pression dans ma poitrine s'est légèrement relâchée. Merci, ma chérie. Ça signifie tout pour moi. Elle m'a serré dans ses bras, un câlin rapide et intense, avant de disparaître à l'étage. À ce moment-là, j'ai su que, quoi qu'il arrive, je faisais cela autant pour elle que pour moi. Elle méritait de voir que les actions avaient des conséquences, que la trahison n'était pas quelque chose que l'on acceptait simplement pour passer à autre chose. La deuxième échographie a eu lieu en janvier. Un garçon, nous ont-ils dit. Elle a pleuré de joie. Je l'ai tenue dans mes bras et j'ai fait les bruits appropriés tout en calculant mentalement comment cela affecterait les pensions alimentaires si, et quand, la vérité éclaterait. Elle voulait commencer la chambre de bébé immédiatement. J'ai accepté, me portant même volontaire pour la peindre moi-même. Nous avons choisi un bleu doux, acheté des meubles à monter, accroché des rideaux couverts de nuages de dessins animés. Chaque coup de pinceau me semblait une preuve que je créais, la preuve de mes efforts de bonne foi pour accepter cet enfant comme le mien. Sa famille est venue nous rendre visite pendant une semaine, sa mère la couvant constamment, son père me lançant ses regards entendus qui disaient « Bienvenue dans le chaos d'un autre bébé ». Je souriais, hochais la tête et faisais semblant que leur joie ne me rendait pas malade. Mais c'est la nuit après leur départ que tout a failli s'effondrer. Je suis rentré du travail et je l'ai trouvée en larmes dans la chambre de bébé, assise par terre sous le mobile que nous venions d'accrocher. « Et, dis-je en m'asseyant à côté d'elle. Qu'est-ce qui ne va pas ? Je suis une personne horrible, dit-elle, les mots sortant entre deux sanglots. Mon pouce accéléra. Était-ce le moment ? Allait-elle enfin avouer ? Pourquoi dis-tu ça ? Je n'ai pas été une bonne épouse pour toi depuis des mois, peut-être plus longtemps, et tu as été si merveilleux depuis que tu as appris pour le bébé, et j'ai juste l'impression que je ne le mérite pas. J'ai passé mon bras autour de ses épaules, la sentant trembler. Tous les mariages traversent des périodes difficiles. C'est plus que ça. Elle s'est écartée, me regardant avec des yeux rougis. J'ai été distante. J'ai été cruelle parfois. Et tu as tout encaissé. Et maintenant, tu es si attentionnée. Et elle s'est interrompue et j'ai attendu, retenant à peine ma respiration. Je dois être meilleure, a-t-elle terminé. Je dois être l'épouse que tu mérites. La mère dont Sarah a besoin, le parent dont ce bébé a besoin. Pas un aveu, juste de la culpabilité. Probablement provoquée par les hormones et le poids de maintenir ses mensonges.
Je l'ai de nouveau serré contre moi, faisant des bruits apaisants, tandis qu'à l'intérieur, je ne ressentais qu'un calcul froid. Nous faisons tous des erreurs, ai-je dit. Ce qui compte, c'est que nous soyons là maintenant, ensemble, à construire quelque chose de bien. L'ironie de ces mots venant de moi aurait dû être drôle. Au lieu de cela, il semblait juste une couche de tromperie de plus dans une maison construite sur rien d'autre que des mensonges. Février et mars sont passés dans un flou de préparatifs. La chambre de bébé était terminée. Le sac pour l'hôpital était prêt. Nous avions choisi un nom, Daniel, d'après son grand-père. Je me demandais si elle avait dit au vrai père comment elle comptait appeler son fils. La détective m'a envoyé une dernière mise à jour à la mi-mars. Jason Mercer s'était fiancé à quelqu'un en Californie. La nouvelle était accompagnée de photos du couple heureux, lui, l'air bronzé et insouciant, complètement libéré des conséquences qu'il avait laissées derrière lui. J'ai étudié son visage. Cet homme qui avait contribué à détruire mon mariage sans même avoir le courage de rester. Il avait l'air jeune et stupide, et complètement inconscient que ses actions étaient sur le point de le rattraper sous la forme de pensions alimentaires, car cela allait aussi faire partie de mon plan. Une fois la paternité établie, je m'assurerai qu'il paie sa part. Non pas que j'ai besoin de l'argent, mais parce que toutes les personnes impliquées devaient faire face à ce qu'elles avaient fait. La date d'accouchement était prévue pour début avril. Alors que nous entrions dans les dernières semaines, j'ai commandé le kit de test de paternité et les fait livrer à mon bureau. Il est resté dans le tiroir de mon bureau, attendant, pendant que je maintenais l'apparence d'un futur père excité. « Tu as peur ?» m'a-t-elle demandé un soir, la main sur son ventre gonflé. De l'accouchement, de tout qui va changer à nouveau. Terrifié, ai-je admis. Et c'était la chose la plus honnête que je lui avais dite depuis des mois. Moi aussi, a-t-elle chuchoté. Mais on va s'en sortir ensemble, n'est-ce pas? C'est ça, ai-je dit en lui embrassant le front, me demandant si elle pouvait sentir le mensonge dans ce simple geste. 3 semaines avant la date prévue. 3 semaines avant que je ne sache avec certitude, sans l'ombre d'un doute, que tout ce que je soupçonnais était vrai. 3 semaines avant que je puisse enfin arrêter de faire semblant. J'avais déjà attendu 6 mois. Je pouvais attendre 3 semaines de plus. La ligne d'arrivée était en vue. L'appel est arrivé à 2 heures du matin le 7 avril, 3 jours avant la date prévue. J'étais de toute façon réveillé, allongé dans le lit, ressassant mes plans pour la 100e fois, quand elle m'a attrapé le bras. C'est le moment, dit-elle, la voix tendue par la douleur. Le trajet jusqu'à l'hôpital était surréaliste, elle respirant à travers les contractions, moi vérifiant les rétroviseurs et respectant scrupuleusement la limitation de vitesse. Nous jouions tous les deux nos rôles une dernière fois. Dans la salle d'accouchement, je lui ai tenu la main, lui ai dit qu'elle se débrouillait très bien, j'ai coupé le cordon le moment venu. Daniel est arrivé à 6h47, pesant 3,260 kg. Il avait les cheveux foncés, selon les infirmières, d'excellents poumons. Ma femme a pleuré de soulagement et d'épuisement. J'ai tenu le bébé et n'ai ressenti que le poids de ce qui allait suivre. Il est magnifique, dit-elle en tendant les bras vers lui. Il te ressemble trait pour trait sur tes photos de bébé. Ce n'était pas le cas. Mais je ne l'ai pas corrigé. Laissez-la savourer ces dernières heures, croyant que son plan avait fonctionné. Le kit de test de paternité était dans la poche de ma veste. J'avais étudié la procédure de manière obsessionnelle. Tout ce dont j'avais besoin était un simple frottis buccal du bébé. Assez facile à obtenir pendant l'une des dizaines de fois où les infirmières et les médecins le manipulaient. Quant à moi, j'avais déjà soumis mon échantillon au laboratoire. Traitement accéléré, payé en totalité. J'ai attendu qu'elle s'endorme, se remettant de la péridurale et du traumatisme de l'accouchement. Le bébé était à la nurserie, en observation. Procédure standard. J'y suis allé avec ma veste, j'ai salué l'infirmière d'un signe de tête et j'ai demandé si je pouvais avoir un moment seul avec mon fils. Bien sûr, dit-elle en souriant. Appuyez sur le bouton si vous avez besoin de quoi que ce soit. Le prélèvement a pris 5 secondes. Je l'ai scellé dans le récipient fourni, l'ai étiqueté soigneusement et l'ai glissé de nouveau dans ma poche. D'ici demain après-midi, j'aurai la confirmation de ce que je savais déjà. J'ai baissé les yeux vers le nourrisson endormi, cette petite personne qui existait à cause de la trahison de quelqu'un d'autre. Je suis désolé, ai-je murmuré. Rien de tout cela n'est de ta faute. Les 30 heures suivantes furent peut-être les plus difficiles de toute ma vie.
La famille est venue nous rendre visite, ses parents, sa sœur, mes propres parents qui avaient fait la route depuis un autre état. Tout le monde s'extasiait devant le bébé, nous félicitait, parlait de ressemblances familiales qui n'existaient pas. Sarah tenait son nouveau frère avec une réticence évidente, me lançant des regards significatifs quand sa mère ne regardait pas. J'ai joué le père fier à la perfection. J'ai pris des photos, envoyé des faire-part, mis à jour les réseaux sociaux. J'ai appelé mon bureau et organisé mon congé de paternité. J'ai fait tout ce qu'un homme fait à la naissance de son enfant. L'email du laboratoire est arrivé à 14h17 le lendemain, alors que j'étais à la cafétéria de l'hôpital. Je fixais mon téléphone depuis 1 heure, sursautant à chaque vibration. L'objet du mail disait « Résultat du test disponible ». Je ne l'ai pas ouvert immédiatement. Au lieu de ça, je suis resté assis là, tenant mon téléphone, sentant le poids du moment. Une fois que j'aurais ouvert cet email, tout changerait. Il n'y aurait pas de retour en arrière, plus de faux semblants, plus d'attente. J'ai cliqué sur le lien. Probabilité de paternité, 0%. 3 mots qui confirmaient tout. Pas mon enfant, pas ma responsabilité, pas mon problème. Je suis resté assis dans cette cafétéria pendant encore 20 minutes à tout documenter. J'ai transféré les résultats à mon avocat, à mes comptes de messagerie de sauvegarde, au stockage cloud crypté que j'avais mis en place des mois auparavant. Puis j'ai fini mon café, je me suis levé et je suis retourné au service de maternité. Elle était réveillée, allaitant le bébé, sa mère assise à côté du lit. « Te voilà », dit-elle en souriant. On se demandait où tu étais passé. « Je peux te parler en privé », ai-je demandé, la voix neutre. Sa mère s'est levée immédiatement. « Je vais aller chercher un autre café. Prenez votre temps. » Quand nous fûmes seuls, j'ai fermé la porte et j'ai rapproché une chaise du lit. « J'ai quelque chose à te montrer », ai-je dit en sortant mon téléphone. « Qu'est-ce que c'est ? Tout va bien ? » J'ai tourné l'écran vers elle, les résultats du test de paternité clairement visibles. Son visage se vida de toutes couleurs. « Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Je pense que tu sais ce que c'est. » Non. Elle a secoué la tête, serrant le bébé plus fort. « Non, c'est faux. Ça doit être faux. » Ce n'est pas faux. Je leur ai demandé de le faire 2 fois pour être sûr. Daniel n'est pas mon fils. Tu mens, sa voix monta. Tu inventes ça parce que tu es en colère pour quelque chose. Parce que tu veux me faire du mal. Je ne suis pas en colère, dis-je, et je réalisais que c'était vrai. J'avais dépassé la colère depuis des mois. Maintenant, je me sentais juste lasse. J'en ai juste fini. Fini ? Qu'est-ce que tu veux dire par fini ? Nous avons un fils ensemble. Nous avons une famille. Nous avons une fille ensemble. Ce bébé appartient à toi et à Jason Mercer. Le nom la frappa comme un coup. Comment tu ? Je le sais depuis le jour où tu m'as dit que tu étais enceinte. Le calcul ne collait pas. Nous n'avons pas eu de relation depuis mars de l'année dernière. Ce n'est pas vrai. Nous avons, s'il te plaît, les jeux interrompus. N'aggrave pas les choses en mentant davantage. J'ai les relevés téléphoniques, les relevés de carte de crédit, les photos. J'ai tout. Elle me dévisagea, le bébé commençant à s'agiter dans ses bras, sentant la tension. Tu as su tout ce temps ? 6 mois. J'ai joué le jeu parce que je devais être sûr et parce que j'avais besoin de documents pour le divorce. Divorce, répéta-t-elle comme si le mot était étranger. Tu ne peux pas divorcer. Je viens d'avoir un bébé. Notre bébé. Ton bébé. Et si, je peux. J'ai déjà déposé les papiers ce matin. Mon avocat te les signifiera demain. C'est de la folie, elle pleurait maintenant. Tu vas m'abandonner juste après que j'ai accouché ? Quel genre de personne fait ça ? Le genre de personne dont la femme a eu une liaison et a essayé de faire passer l'enfant d'un autre homme pour le sien, dis-je d'un ton plat. Garde-toi ton numéro de victime. Ça ne marchera pas, et Sarah ? Tu vas juste détruire sa famille pour ça ? Là, j'ai senti une pointe de colère. Ce n'est pas moi qui ai détruit cette famille. C'est toi, quand tu as décidé de coucher avec ton entraîneur personnel. C'est toi, quand tu as comploté pour me piéger à élever son enfant. C'est toi qui as détruit cette famille, pas moi. Le bébé pleurait pour de bon maintenant. Elle a essayé de le calmer, mais ses mains tremblaient trop.
Il est parti, tu sais, ai-je continué. Jason. Il a déménagé en Californie 3 semaines après que tu lui as dit que tu étais enceinte. Il s'est fiancé à quelqu'un d'autre le mois dernier. Il ne voulait rien avoir à faire avec cette situation, alors tu as décidé d'en faire mon problème. Je n'ai jamais voulu, quoi? Tu n'as jamais eu l'intention de te faire prendre? Tu n'as jamais eu l'intention que je le découvre? Sois précise. Elle ne pouvait pas répondre. Elle restait là, à pleurer, tenant un bébé qui représentait la fin de tout ce qu'elle avait pris pour acquis. Je serai juste dans le divorce, dis-je en me levant. Tu peux avoir la maison jusqu'à ce qu'elle soit vendue. Je te donne 6 mois pour trouver une solution de logement. Sarah décidera elle-même où elle veut rester. Mais mon avocat pense qu'elle me choisira. Et Daniel n'obtiendra rien de moi. Ni mon nom, ni mon argent. Ni mon temps. Mais ne t'inquiète pas, j'ai déjà engagé un avocat pour poursuivre Jason pour la pension alimentaire. Il paiera sa part, qu'il le veuille ou non. Tu ne peux pas faire ça, a-t-elle chuchoté. C'est déjà fait. Mes valises sont prêtes. Je reste à l'hôtel ce soir et je trouverai un appartement demain. Sarah est au courant et elle vient avec moi. Tu peux raconter à ta famille ce que tu veux. Honnêtement, je m'en fiche maintenant. Je me suis dirigé vers la porte, puis je me suis arrêté et les regardé une dernière fois. Pour ce que ça vaut, j'espère que tu t'en sortiras. J'espère que tu deviendras la mère dont Daniel a besoin. Mais ce voyage ne m'inclut pas. Tu as fait ton choix il y a 6 mois. Maintenant, tu vas devoir vivre avec. Je suis sorti de cette chambre d'hôpital et je ne me suis pas retourné. Dans le couloir, j'ai croisé sa mère qui revenait avec du café et j'ai continué à marcher. Qu'elle se débrouille avec les conséquences. Qu'ils se débrouillent tous. Sarah attendait sur le parking, assise dans ma voiture, ses valises déjà faites. Elle savait que ça allait arriver. Elle était prête. C'est fait? A-t-elle demandé alors que je montais à la place du conducteur. C'est fait. Bien. Elle s'est penchée et m'a serré la main. Rentrons à la maison. J'ai démarré la voiture et nous nous sommes éloignés de l'hôpital, des mensonges, de la performance élaborée qui avait défini les 6 derniers mois de ma vie. Ce serait compliqué. Le divorce serait conflictuel malgré mes promesses d'équité. Sa famille me détesterait, répandrait sa version des faits. Certaines personnes croiraient que j'étais le méchant de l'histoire, abandonnant une femme et un nouveau-né. Mais j'avais la vérité de mon côté, documentée et irréfutable. Et j'avais Sarah, qui avait vu clair dans la supercherie avant même que je ne la confirme. Et j'avais ma dignité, que j'avais réussi à conserver même en jouant le jeu du plus grand mensonge de ma vie. 3 mois plus tard, le divorce était prononcé. La maison s'est vendue rapidement, et j'ai acheté un logement plus petit, plus près de l'école de Sarah. Elle s'est épanouie sans la tension constante qui avait rempli notre maison. Ses notes se sont améliorées, son sourire était plus sincère. J'ai appris par des connaissances communes qu'elle avait emménagé chez ses parents, que Jason avait été condamné à verser une pension alimentaire après un test de paternité qu'il avait tenté de contester, qu'elle avait dû trouver un travail pour la première fois en 12 ans. Je n'ai rien ressenti en entendant ces nouvelles, ni satisfaction, ni vengeance, ni même pitié, juste le soulagement tranquille d'avoir clos un chapitre qui aurait dû se terminer bien plus tôt. Le jour où le divorce a été finalisé, Sarah et moi sommes allés dîner dans ce restaurant italien. Celui que j'aimais vraiment, pas seulement celui que je faisais semblant d'aimer pour célébrer un mensonge. À un nouveau départ, ai-je dit en levant mon verre. Sarah a trinqué son verre contre le mien. À la vérité, a-t-elle corrigé, et au fait de ne pas laisser les gens nous prendre pour des idiots. J'ai souri. Ah ça. Nous avons bien mangé, ri à de mauvaises blagues, et sommes rentrés en voiture vers notre nouvelle vie. Plus petite, peut-être, mais construite sur quelque chose de solide. La vérité que j'avais apprise pouvait tout détruire, mais les mensonges, eux, détruisent bien plus encore.